Il n'y a pas de terroristes. Il n'y a jamais eu de terroristes. C'est des mercenaires de l'OTAN. C'est eux qui agissent partout. Parce qu'ils ont vu en Syrie que la Russie avait une base. La Russie avait des relations solides avec la Syrie de Bachar al-Assad. Et ils voulaient en finir avec ça. Comment peux-tu expliquer qu'un terroriste dont la tête avait été mise à prix à 10 millions de dollars soit soutenu par tous les services de renseignement occidentaux, les mêmes qui avaient mis sa tête à prix, soit soutenu donc par tous les services de renseignement occidentaux et qui déclare la guerre aux troupes régulières syriennes. Et Bachar al-Assad, au fait, aurait pu se battre. Mais il s'est dit, ce n'est pas la peine de faire massacrer les populations pour rien. Ce n'est pas pour mon pouvoir que je vais faire massacrer les Syriens. Il est parti. Quand il est parti, le résultat, c'est quoi? Mais Israël est allé détruire toute la force militaire syrienne qui leur faisait peur. Parce que la Syrie était quand même armée. Ils sont allés anéantir toute l'aviation syrienne avec le barbu dont la tête était mise à prix, qui ne peut que bêler, mais, parce que bon, c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Ils ont détruit la marine syrienne. Le gars était là dans sa barbe en train de bêler. Et quand ils ont fini de détruire tout ça, ils s'en sont pris à l'armée syrienne sous prétexte qu'elle maltraite les Druzes, qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, c'est des prétextes pour démembrer les pays. Pourquoi? Parce que la Syrie a du pétrole et ceux qui ont démantelé la Syrie, c'est les mêmes qui avaient démantelé la Libye. Ils sont en train de se servir gratuitement du pétrole syrien. Et le barbu, est-ce que tu entends même parler de lui? Tu n'entends plus parler de lui. Et un jour, le pauvre, il s'est retrouvé encore chez Poutine au Kremlin. Je ne sais pas ce qu'il est allé raconter là-bas. Bon, Poutine, c'est la diplomatie. Hein. Peut-être il a reçu par politesse. Sinon, il sait que le gars ne s'appartient pas. Il sait que le gars a chose dans son palais à Damas ne représente absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est des hommes de paille. Et ici, ils ont poussé le bouchon très loin en mettant au pouvoir un terroriste confirmé dont eux-mêmes avaient mis la tête à prix. Donc, maintenant, le parallèle avec le Mali. Mais le Mali, depuis le 25, on écoute tous les commentaires, hein, on écoute tous les avis, mais il y a un détail dont les gens ne parlent pas. La guerre du Mali est une guerre de pillage, une guerre de rapine, organisée par un pays dont l'économie est en ménopause, pour ne pas dire au fond du trou, et dont le chef passe tout son temps à saliver sur les stocks d'or du Burkina, du Mali et du Niger. Ils rêvent au scénario libyen, ils ont tué Kadhafi. Est-ce que tu t'es jamais demandé où sont les stocks d'or sur lesquels Kadhafi comptait pour créer une monnaie africaine? Ils ont tout pris. Les fonds souverains de la Libye, en dizaines de milliards de dollars, ils sont passés où? Ils ont tout pris. Donc, quand on trouve des esclaves, plutôt des chiens méchants comme les Omar Mariko, on l'envoie, il est toujours à Nouakchott en train de lécher les bottes de Agali et les bottes de tout ce qui est Jinim, machin. Tous ces mouvements qui aujourd'hui sèment la terreur dans le Sahel, c'est les Noirs qu'on envoie tuer les Noirs, mais à la tête de ces mouvements se trouvent des Arabes. Je pose une seule question. Pourquoi dans des pays à 80%, sinon plus, musulmans, comme ceux du Sahel, on nous parle de terroristes et on nous parle de djihadistes? Moi, je ne suis pas musulman, mais je crois savoir que le djihad est mené par des musulmans contre des peuples, disons, mécréants, qui ne croient pas en leurs choses, pour les convertir à l'islam. Dites-moi, on tue les Maliens pour les convertir à quelle religion? Et on les tue pour qui? Des gens qui se réclament de l'islam viennent tuer leurs frères musulmans maliens du Sahel pour des peuples, des dirigeants qui n'ont jamais été musulmans et qui dans leur pays passent tout leur temps à dénigrer, à vilipender, à humilier l'islam. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Donc il n'y a pas de terroristes. Il y a des armées mercenaires
envoyés pour poser des actes de rapine, parce que depuis que ces pays du Sahel sont sortis des griffes maléfiques de celui qui les exploite depuis plus de 100 ans, lui-même son économie est tombée, il n'arrive plus à tenir, ils n'ont plus de budget, ils s'endettent à tout va, et il s'est dit, on va aller ramasser l'or des Maliens comme on avait ramassé l'or de Kadhafi. Alors, merci. Sogoyou Kegewe, si l'opération du 25 avait marché, le 25 avril, peut-être que Yada Agali ou Mamariko serait peut-être au pouvoir au Mali, entouré par les terroristes et les rebelles du FLA. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi le scénario de la chute qui a fonctionné contre Bachar al-Assad en Syrie n'a pas produit les mêmes effets à Bamako avec la chute du général d'armée Assimi Goïta? Vous avez commencé par égrener tantôt quelques arguments. Oui, c'est bien pour cela que je disais que la similitude, bon, on peut la trouver à pas forcer. Ça dépend du biais par lequel on analyse le sujet, parce que, en réalité, bon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes défis géographiques au Mali comme on les avait en Syrie. Ça, c'est aussi un élément important. Mais je crois que dans cette affaire, il faut absolument revenir à l'historicité. Parce que c'est toujours un peu manichéen et, à mon avis, trop expéditif d'opposer systématiquement des terroristes à un pouvoir légitime ou un pouvoir contesté. Le problème de l'Azawad est un problème qui ne date pas des récentes situations politiques qu'on a connues. Je ne les remonte même pas à 2012. C'était depuis 1958, c'est-à-dire avant les indépendances, qu'il y avait toujours eu justement des velléités irrédentistes, et les mouvements de libération du peuple de l'Azawad existaient depuis longtemps. Ils étaient composites et ils réunissaient des Touaregs, des Peuls, des Songhai et des Arabes. Et ces gens-là voulaient être détachés du Mali et ils revendiquaient l'équivalent de à peu près les 2/3 du territoire malien. Cette histoire a été une épine dans les pieds du premier président Modibo Keïta et je crois que ça a été à l'origine de l'échec de la fédération soudanaise qui était en embryon avec le Sénégal. Ça a été un des éléments qui a été à l'échec de ça. Il a été dit aussi que c'était une promesse de la France. Oui, non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que ça, ayant mal résolu cette crise politique qui concernait d'abord des Maliens qui avaient des revendications, bon, même si elles sont alimentées par, disons, une littérature impérialiste, ce qu'on peut contester tout à fait à part, il n'en demeure pas moins qu'il y a des Maliens qui, dans une veine politicienne, revendiquent une partie du territoire. Et ça, depuis avant les indépendances. Maintenant, la crise s'est cristallisée. Le président Moussa Traoré, en 1991, avait dû signer un accord avec ce mouvement. Malheureusement, il a été balayé en mars 1991 et ces accords ont volé en éclats. Puis ensuite, chemin faisant, et toujours dans un climat de crise, on a eu aussi ce qu'on appelait les accords d'Alger, qui, en 2015, ont vu, disons, réunis autour d'une table, et le gouvernement malien et certains représentants de ces mouvements politiques. Je parle du FLA, qui est un mouvement politique, qui a trouvé à un moment donné une alliance stratégique avec le JNIM, qui a un autre agenda. Eux, ce sont des terroristes. Eux, ils veulent un califat au Mali et partout ailleurs où ils auront de l'influence et du pouvoir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va aller convertir, à quoi va-t-on convertir un Malien qui est déjà musulman? Mais justement, à une forme d'islam radicale qui va appliquer complètement d'autres valeurs, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une opposition. Et nous-mêmes, qui sommes ici au Togo, nous ne sommes pas aussi éloignés que ça, parce que si on commence à laisser ces gens-là prendre du pouvoir et gagner du territoire, ils auront les mêmes velléités venir chez nous, parce que pour eux, nous sommes les mécréants sur qui ils vont déverser leur haine, parce qu'on a pu leur permettre de trouver un territoire et de s'installer. C'est la raison pour laquelle ça doit être l'affaire de nous tous, et pas uniquement l'affaire des Maliens. Donc, tant qu'il y aura, à mon avis, une petite veine panafricaniste, il faudra que tous
les pays réunis, que ce soit ouest-africains ou africains en général, se réunissent autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso, parce qu'on a vu le 25 avril au Mali, mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois, au Niger aussi, on a attaqué l'aéroport à peu près dans un scénario de même envergure. Et au Burkina Faso, les rumeurs de coup d'État et les coups d'État avortés sont légion et quasiment, suivent un chronogramme qui est quasi répétitif, ce qui fait que ça devient compulsif dans cette région. Il faut qu'on les aide. Je suis plus partisan d'une logique qui permette de prendre le problème à sa racine et non pas réagir au coup par coup parce qu'à un moment donné, il y a le feu, il faut sortir les pompiers. On a toujours fait ça et ça n'a pas marché. Il faut à un moment donné s'interroger sur les causes de ces crises et non pas uniquement voir ça sous le prisme d'un terrorisme qu'il faut combattre et ne proposer qu'une solution uniquement militaire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je peux le tenter des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.